Vincent Brousseau, bonjour. Vous êtes responsable des questions monétaires à l'UPR. On a beaucoup de questions aujourd'hui à vous poser. Merci d'accorder cette interview à l'agence InfoLibre. On va démarrer avec le quantitative easing, si vous le voulez bien. Alors Mario Draghi a annoncé que la Banque Centrale Européenne allait racheter pour 60 milliards d'euros d'actifs chaque mois jusqu'en septembre 2016. Pouvez-vous nous expliquer, en vulgarisant au maximum, les tenants et les aboutissants de ce QE? Où va-t-on trouver l'argent? Qui va toucher cet argent? Qui va payer au final? Et surtout, à votre avis, est-ce que ce QE a une chance de réussir pour relancer l'économie européenne? Alors oui, en vulgarisant au maximum, c'est effectivement les points qu'il faut voir, d'où ça vient, où ça va et si ça a une chance de réaliser l'effet que Mario Draghi espère. Mais il y a aussi un quatrième aspect qui est la particularité de la zone euro, qui, à la différence des États-Unis, n'est pas un seul pays mais plusieurs pays. Et donc ce QE a aussi appelé des questions parce que les commentateurs ont remarqué que les décisions des banques centrales nationales qui composent l'eurosystème, à l'intérieur de cet eurosystème, seraient différentes et que par conséquent, c'était de facto la fin de l'unicité de la politique monétaire de la zone euro. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'il faut regarder et qui est véritablement spécifique à l'euro. On ne le retrouverait pas dans le cadre des QE faits par la Fed ou la Banque d'Angleterre. Alors commençons donc peut-être par les tenants. D'où vient l'argent? En fait, dans le système actuel tel qu'il est organisé, l'argent est précisément défini comme la dette d'une banque centrale. C'est-à-dire que ce qui constitue l'argent, lequel a cours légal, est une reconnaissance de dette de la banque centrale. Et par conséquent, la banque centrale peut créer de l'argent simplement en signant une reconnaissance de dette. Et c'est essentiellement ce qu'elle fait, donc il n'y a pas de fabrication à proprement parler. C'est simplement un usage de son statut spécial qui lui est conféré par un législateur et qui l'autorise à, ou plutôt qui contraint les autres agents économiques à accepter ces reconnaissances de dette comme moyen de paiement, sans pouvoir refuser au sein de la juridiction concernée. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Banque de Suisse parce que c'est plus simple, elle n'est pas dans une union monétaire, donc ça fait une dimension de complexification en moins. La loi suisse va vous dire la dette à vue de la Banque de Suisse est un moyen de paiement que personne dans la juridiction suisse ne peut refuser pour éteindre une dette. Et ceci définit ce qu'est le franc suisse. Donc la Banque de Suisse, si elle veut créer du franc suisse, eh bien simplement elle signe une reconnaissance de dette et c'est fait. Donc la création de l'argent se fait de cette façon-là, et donc on ne peut pas dire que l'argent vienne de quelque part, puisqu'en fait il apparaît à l'occasion du QE. Alors il apparaît à l'occasion du QE parce que les banques centrales s'en servent pour acheter quelque chose. Donc ça veut dire qu'elles vont donner cet argent qu'elles créent, et elles vont recevoir en échange quelque chose que leur contrepartie n'a pas créé mais possédé avant, qui est donc une obligation d'État. Par exemple pour la France une OAT. Et le quantitative easing consiste donc à ce que les banques centrales de la zone euro achètent ainsi aux banques commerciales qui se trouveraient en détenir des titres obligataires tels que les OAT, les Bund, les BTP, etc. etc. Donc ça c'est pour les tenants. Alors ensuite les aboutissants, c'est qu'est-ce que vont faire les banques commerciales avec l'argent qu'elles reçoivent de cette manière. Donc ce que Mario Draghi espère, c'est que les banques commerciales vont se dire tiens, nous avons des liquidités, nous allons les prêter à l'économie réelle, donc aux entreprises, voire aux ménages. Parce qu'il se trouve qu'en ce moment, les entreprises et les ménages ont des difficultés d'accéder aux moyens de financement et ne trouvent pas à se faire prêter. Dans le cas de la France, en plus, ils ne souhaitent pas se faire prêter. Les entreprises ne sont pas particulièrement désireuses d'emprunter parce qu'elles anticipent que de toute façon, ça ne leur servait à rien, la conjoncture économique étant pas véritablement porteuse. Mais Mario Draghi espère que cet argent sera prêté à l'économie réelle. Or, c'est une des trois choses qui pourraient lui arriver, mais il y en a deux autres. S'il n'est pas prêté à l'économie réelle, l'argent peut être utilisé pour acheter des actions. Donc les banques commerciales qui reçoivent l'argent du quantitative easing, elles
s'en servent pour acheter des titres d'action. Et de ce fait, elles nourrissent la bulle qui existe déjà. Il y a une bulle sur les indices d'actions. Et ceci va la favoriser encore. Donc ça, c'est une deuxième possibilité pour les aboutissants. Premier aboutissant, ça fait comme le désir Mario Draghi, on prête à l'économie réelle. Deuxième, les banques commerciales achètent des actions pour les garder, et ça les fait monter. Et la troisième possibilité, c'est un mécanisme qui permet de contourner l'interdiction de ce qu'on appelle le financement monétaire. Alors là, je vais devoir rentrer un peu plus dans les détails peut-être. Vous savez qu'il y a en Europe, à cause de ce qu'on appelle l'article 123, qui dit en substance plus ou moins la même chose que l'ancienne loi de 73 de la France, une interdiction aux États de se faire financer directement par leur banque centrale ou par n'importe quelle autre banque centrale de la zone euro. Et ça s'appelle, ce financement, s'il avait lieu et il est interdit, s'appellerait le financement monétaire, et donc on parle de loi de prohibition du financement monétaire. Mais le QE offre une possibilité de contourner cette interdiction ou cette prohibition. En effet, mettons qu'un État possède une banque commerciale qui soit contrepartie de la BCE. Hein, une banque qui aurait été nationalisée par exemple, ou qui serait à majorité publique, ça existe partout. Eh bien, en France par exemple, on pourrait considérer la Caisse des dépôts. À ce moment-là, l'État, propriétaire de cette banque commerciale, peut dire à cette banque commerciale, voilà ce que tu vas faire. Tu vas vendre les titres de dette sur moi que tu possèdes à la BCE, puis avec cet argent, tu vas m'en racheter des nouveaux. Et alors quand tu les auras, tu vas les vendre à la BCE, et avec cet argent, tu vas m'en racheter à moi, que je vais mettre à cette occasion. Et lorsque tu auras ces nouveaux titres, tu vas les vendre à la BCE, enfin voilà. Donc vous voyez que ça offre une possibilité de contournement qui viole l'esprit du traité, pas la lettre, mais l'esprit. Alors pourquoi ça ne viole pas la lettre du traité ? Parce que la lettre du traité interdit simplement qu'on achète sur le marché primaire. Et là, les banques commerciales qui joueraient à ce petit jeu peuvent très bien faire circuler un petit peu les titres de dette sur le marché secondaire avant. Ça ne les engage pas à grand-chose, de toute façon, il y a un prix de marché, et puis après, elles sont vendues à la BCE. Donc vous voyez que ce mécanisme offre la possibilité de contourner une interdiction légale. Et c'est là qu'il faut voir, je crois, la raison, peut-être la raison profonde, et en tout cas le prétexte pour lesquels les Allemands ne sont pas contents. Vous savez que les Allemands ont et par les Allemands, j'entends aussi bien la Banque centrale de l'Allemagne que l'opinion publique de l'Allemagne. Et les Allemands trouvent que cette histoire de quantitative easing est une très mauvaise chose. Et l'une des raisons, et c'est celle qu'ils mettront en avant pour défendre leur position, c'est qu'effectivement ça permet de contourner une interdiction qui avait été en principe gravée dans le marbre du traité. Donc ils se sentent lésés. Est-ce que Mario Draghi ne peut pas contraindre les banques centrales à prêter aux banques et contraindre d'arroser l'économie réelle au lieu qu'elles puissent prêter aux États ou alors aller jouer en bourse ? Contraindre, non. Ce qu'il pourrait faire, c'est un mécanisme dans lequel il prêterait sur la base des prêts que ces banques commerciales auraient déjà octroyés à l'économie réelle. Évidemment, il faudrait amorcer la pompe, mais ensuite, plus une banque commerciale aurait prêté à l'économie réelle, plus elle pourrait accéder à la liquidité centrale par ce mécanisme-là. Ils y ont pensé, à vrai dire, à la BCE. Mais la raison pour laquelle ils ont renoncé, c'est qu'ils ont estimé que s'ils faisaient ça, les banques commerciales diraient simplement « bon, ça ne nous intéresse pas » et ne viendraient pas se servir. Et alors, d'ailleurs, le fait qu'ils aient estimé ça, donc, laisse à penser que l'espoir que Mario Draghi fonde sur le quantitative easing est fallacieux. Parce que si vous savez que c'est comme ça, à ce moment-là, vous vous doutez bien que parmi les trois possibilités que j'ai citées tout à l'heure d'utiliser l'argent, donc faire comme il faut pour l'économie réelle, ou bien alors acheter des actions, ou bien alors contourner le financement, la prohibition du financement monétaire, sachant que les banques commerciales n'ont pas souhaité se montrer très intéressées lorsqu'on a évoqué la possibilité d'un mécanisme qui aurait lié
le financement qu'elle recevait au financement qu'elles auraient donné à l'économie réelle. Enfin, en gros, elle avait dit, dans ce cas-là, c'est bien simple, on ne viendra pas se servir. On peut à ce moment-là imaginer que l'argent qu'elles recevront du QE, elles ne vont pas l'utiliser particulièrement pour financer l'économie réelle. Ça coule de source. Je vous pose une question, mais par rapport à la France, j'ai vu qu'en début de semaine, la France avait levé, il me semble que c'est à peu près 10 milliards à des taux négatifs, c'est-à-dire qu'elle récupère de l'argent. Est-ce que la France va être intéressée pour récupérer de l'argent de la part des banques qui vont aller servir à la Banque Centrale Européenne? Mais ça ne concerne pas la France, enfin, à moins que vous ne soupçonniez la France de vouloir contourner la prohibition dont je parlais tout à l'heure, mais sinon elle n'est pas concernée, la France. C'est un deal entre les banques commerciales françaises et la BCE, enfin en cette occurrence la Banque de France. Donc, est-ce que votre question se décompose en deux sous-questions. La question, est-ce que les banques commerciales françaises vont souhaiter vendre leurs OAT à la Banque Centrale Européenne? C'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que le fait que les taux pour la partie courte de la courbe se trouvent être négatifs va changer quelque chose? Alors non, ça ne va pas changer quelque chose. Au contraire, si les taux sont négatifs, ça veut dire que ces titres d'obligation sont très chers, puisque le prix, vous savez, augmente quand le taux diminue. Donc un taux négatif veut dire que l'OAT ou le BTA ou le BTF est super cher. Et donc les banques commerciales françaises seront d'autant plus contentes d'aller les vendre à la BCE, en plus super cher. Donc ça leur plaît plutôt. Et par rapport à la question, qui au final va payer ce QE? Et est-ce qu'à votre avis, est-ce que ce QE a une possibilité de réussir pour la relance de l'économie européenne? D'après ce que je viens de vous dire sur les trois voies possibles d'utiliser l'argent et sur la réaction préalable qu'avaient eu les banques commerciales lorsqu'on leur a proposé informellement l'idée d'un mécanisme comme ça, on peut se douter que ça ne va pas marcher. Donc, à la question qui paye, c'est une question délicate puisqu'il s'agit d'argent créé, donc il faut réfléchir davantage. Néanmoins, il y a bien quelqu'un qui va payer. En effet, lorsqu'une banque centrale achète quelque chose, elle le détient dans son bilan, cette chose qu'elle a achetée, et la chose qu'elle a achetée peut fort bien se déprécier, perdre en valeur. Et à ce moment-là, la Banque centrale fait une perte. Alors, cette perte peut être traitée essentiellement de deux façons. Ou bien la Banque centrale se retourne vers son propriétaire, qui dans la plupart des cas se trouve être l'État. Par exemple, pour la Banque de France, le propriétaire c'est l'État français. Et il dit, voilà, j'ai fait une perte, tu dois me recapitaliser pour la perte que j'ai faite. Et donc la perte est à ce moment-là passée à l'État. Ou bien elle ne se retourne pas vers son propriétaire pour lui demander de combler sa perte, et à ce moment-là, la perte reste. Mais si la perte reste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'argent qui a été créé en face de cette perte ne pourra plus jamais être retiré du système. Parce qu'une perte, on ne peut plus rien en faire. Donc, si la Banque centrale... Je vais décomposer sur un exemple stylisé très simple, parce que ça, c'est un point qui n'est pas souvent compris. On va imaginer une opération fictive particulièrement simplifiée. Donc, c'est une banque centrale. Elle achète un certain actif pour 100 unités de la monnaie qu'elle émet. Donc elle donne un billet de 100 au précédent propriétaire et elle met l'actif qu'elle vient d'acheter dans son actif. Et le jour suivant, l'actif ne vaut plus rien. Zéro. D'accord? Donc évidemment, c'était une bonne affaire pour le type qui a vendu. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la banque centrale qui a acheté? Eh bien, elle a mis 100 en circulation dans le système. Et ce qu'elle a en face, c'est zéro, ne vaut plus rien. Et donc, elle n'a plus les moyens de rappeler ces 100, de ce qu'on appelle réabsorber la liquidité. Comment ferait-elle? Donc, l'argent qui correspond à des pertes qui ont été réalisées et qui n'ont pas ensuite été repayées par l'État est définitivement dans la nature et il n'est plus possible de le rappeler et par conséquent, il est créateur d'inflation. Et à ce moment-là, celui qui paye au final, eh bien, c'est monsieur tout le monde au prorata de ce qu'il a dans son porte-monnaie.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que soit c'est l'inflation, donc c'est monsieur tout le monde, soit c'est l'État, donc c'est les contribuables. De toute façon. Mais alors voilà, effectivement, vous payerez, mais vous payerez soit en tant que détenteur d'argent, soit en tant que contribuable. Donc vous avez le choix. Mais bien entendu, en fin de compte, évidemment, c'est toujours vous qui payez. Ça ne peut pas être autrement. Je vous pose une question un petit peu compliquée peut-être. Est-ce que selon vous, il y a un lien entre la fin du QE américain qui a été annoncé fin 2014 ou mi-2014 et ce QE européen? Non, je crois pas. À vrai dire, les disputes qui existent entre la Bundesbank et la Banque Centrale Européenne au sujet du QE européen sont beaucoup plus anciennes que 6 mois. Donc le plan était discuté depuis longtemps. Il me semble me souvenir qu'il l'était déjà au moment où moi j'ai quitté la BCE il y a 13 mois. Il était considéré comme une possibilité. Et donc j'imagine pas que la fin du QE américain ait pu servir de déclencheur. En plus, on ne voit pas très bien quel serait le rapport. Pourquoi la BCE a attendu si longtemps pour tenter de faire un QE? Alors la réponse se trouve dans l'excellent article que j'ai fait sur la Bundesbank elle-même. Elle a attendu si longtemps parce qu'elle n'est pas complètement maîtresse de ce qu'elle fait, parce qu'il y a un conflit entre les banques centrales qui constituent la zone euro. Pour le représenter de façon simple, ce conflit oppose la Bundesbank d'un côté à toutes les autres de l'autre, mais la Bundesbank a un certain poids, et par conséquent, le simple fait qu'elle soit minoritaire ne suffit pas à la faire taire ou à l'empêcher de retarder. Donc la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait avant est très certainement due à l'opposition féroce et acharnée que la Bundesbank a montrée contre ce projet. Bah justement, puisqu'on parle de l'Allemagne, on a vu que l'Allemagne était, on va dire était en rogne face à la Grèce. La Grèce, où il y a eu des élections législatives anticipées, le parti de gauche Syriza a gagné. Est-ce qu'à votre avis, la Grèce va sortir de la zone euro? Alors je pense que ce n'est pas l'intention de la personne qui vient de gagner les élections, de faire sortir la Grèce de la zone euro. Cependant, il faut bien noter que sa position officielle contient des contradictions internes. Puisqu'il dit à la fois « je ne veux plus de l'austérité », je souhaite que l'austérité soit desserrée, etc. Et d'autre part, je souhaite que mon pays reste dans l'UE et dans la zone euro. Or, on voit mal comment il pourrait faire les deux, parce qu'il ne peut pas desserrer l'austérité comme ça. Il est endetté, et donc pour que ça se desserre, il faudrait au moins que ses créanciers soient d'accord. C'est un minimum. Si les créanciers de la Grèce ne répudient pas les créances qu'ils ont sur la Grèce ne peut pas les y contraindre. Et la seule possibilité qu'elle aurait alors d'y échapper, ce serait effectivement de changer de monnaie. Et encore n'y échapperait-elle pas, mais parce que d'un point de vue théorique et formel, les dettes qu'elle a en euros continueraient d'exister, mais ça serait comme les emprunts russes, quoi. Donc à votre avis, la Grèce va rester dans la zone euro et Syriza va devoir se coucher en acceptant les conditions des créanciers. C'est le plus probable. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec son prédécesseur qui, quand il a fait campagne avant d'être élu, avait dit lui aussi qu'il se battrait contre l'austérité et qu'il tiendrait tête à la Troïka. Et vous avez bien vu qu'une fois qu'il a été aux affaires, il n'a pas particulièrement... soit il n'a pas pu, soit il n'a pas voulu s'opposer à la Troïka. C'est assez normal parce que effectivement le choix est simple. Ou bien vous payez ce que vous devez, ou bien vous allez être obligé d'imprimer votre propre monnaie parce que vous n'aurez plus accès à la monnaie euro et qu'il faut quand même bien que vous payiez vos fonctionnaires, vos fournisseurs, les instituteurs, les agents de voirie, tout ça. Et le budget militaire qui est important pour la Grèce en raison de son conflit larvé avec la Turquie. Donc la Grèce doit nécessairement pouvoir payer des gens à l'intérieur de la Grèce. Il faut qu'elle ait une monnaie. Et si elle n'a pas accès à l'euro, au bout d'un moment, elle devient contrainte de battre sa propre monnaie. Ne serait-ce que pour que tout ne s'arrête pas. Qui dit battre sa propre monnaie dit sortir de la zone euro. Et qui dit battre sa propre monnaie dit sortir de la zone euro, c'est synonyme. On va passer sur une question, sur la France. J'ai une question un peu généraliste. Quelles seraient selon vous les mesures à prendre tout de suite pour éradiquer le chômage qui continue de grimper? On a vu les chiffres là. Et est-ce qu'à votre avis, l'économie verte
tel que Hollande a appelé à son développement, est-ce que vous croyez que l'économie verte soit un investissement d'avenir qui créerait des emplois? Non, je pense que ça, pour l'histoire de l'économie verte, c'est simplement une espèce de gadget électoraliste. C'est-à-dire, bon, vous avez Hollande, il essaye de gagner la sympathie des électeurs, apparemment il ne sait pas trop comment faire, donc il va mettre en avant des sujets qui, croit-il, lui attireront cette sympathie. Donc plutôt que de parler d'économie, il va parler d'économie en disant « Ah, des énergies vertes ». Hein, il présume que son électorat va se dire les énergies vertes c'est fantastique parce que c'est écologique, mais d'un point de vue économique, c'est pas un secteur particulièrement important, quoi. Vous n'allez pas modifier quelque chose de global sur l'économie française simplement en prenant une mesure sur quelque chose d'aussi circonscrit que les énergies vertes. Hein. Il faut savoir décoder ça. Non, c'est simplement mendier des suffrages de faire ce genre d'allusion. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, vous savez que l'UPR a une position sur cette question. Ce qu'il faudrait faire, c'est sortir de la mondialisation ou de la globalisation. Je ne sais pas quel est le terme que vous préférez, celui qui vous plaît le mieux. Parce que notre analyse, c'est que la raison pour laquelle les Français sont précarisés et appauvris, c'est parce que dans le monde globalisé, ils sont mis en concurrence avec des gens qui travaillent dans des pays où les salaires sont plus bas et où les protections sociales sont plus basses aussi. Donc, il résulte de cette concurrence, il peut résulter que deux choses. Ou bien le Français est mis au chômage, ou bien il accepte les conditions de protection sociale et de salaire qui sont valables dans des pays qui sont très loin de nos standards. Donc c'est de là que vient en fait l'appauvrissement de la population française. Et si on veut retourner ça, parce qu'il y a le moins des choses à faire, par conséquent, il faut retourner, il faut arrêter la cause. Et la cause est cette mise en concurrence qui est rendue possible par des traités européens. Par conséquent, il faut sortir de l'Europe, mais il ne faut pas se contenter de sortir de l'Europe, mais il faut en plus changer ces lois européennes qui autorisent les travailleurs malais, australiens, uruguayens et chinois à rentrer en concurrence avec les travailleurs français. Ça signifie donc qu'il faut revenir à ce qui existait il y a plusieurs décennies de cela, en termes de loi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que la France toute seule dans ce monde globalisé est trop petite pour résister économiquement? Je pense que c'est une ânerie. La Suisse est encore plus petite, il me semble. Je ne fais pas particulièrement l'impression d'un pays malheureux ou opprimé. Et elle arrive très bien à se permettre de n'être ni dans l'UE, ni dans l'OTAN, ni dans la zone euro. Et quoi, elle est 7 fois plus petite que la France. Elle doit être 6 fois plus petite en termes d'économie et 8 fois plus petite en termes de population. Enfin, c'est pas la même échelle. Alors, eux, ils pourraient et nous, on pourrait pas. Mais c'est absurde. Puisqu'on parle de la Suisse, quel est votre avis sur le fait que le franc suisse soit revalorisé par rapport à l'euro? Mais en fait, c'est très lié à ces autres sujets dont on vient de parler avant. Il y a un rapport entre la raison pour laquelle la BNS a pris cette décision et la petite colère de la Bundesbank que j'ai évoquée dans la partie précédente de l'entretien. En réalité, ces deux banques centrales sont placées l'une et l'autre devant le même problème, même si ce n'est pas apparent parce que l'une appartient à la zone euro et l'autre n'y appartient pas, mais structurellement c'est le même problème. Je voudrais m'étendre un petit peu là-dessus, parce que je crois que ce n'est pas très bien compris. Donc quel était le problème pour la Banque nationale de Suisse? Vous vous rappelez qu'elle défendait le cours de 1,20 franc pour 1 euro, dans un contexte où tout le monde voulait acheter des francs suisses et vendre des euros. Et donc ça l'obligeait à faire quoi? Ça l'obligeait à acheter des euros, des kilotonnes d'euros, quelque chose de monstrueux, avec les francs suisses qu'elle crée par la méthode que nous avons décrite préalablement. Donc simplement, la BNS dit ceci est un franc suisse et le franc suisse apparaît. Fiat. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle de la fiat monnaie, vous saviez? Bon, alors ces monnaies qu'on peut créer, c'est des fiat monnaies parce que c'est pareil que Fiat Lux, que la lumière soit et la lumière est, la Banque centrale n'a que la créer. Donc la Banque nationale de Suisse a donc créé des francs suisses pour acheter les euros que les gens du monde entier lui proposaient afin parce qu'eux ils voulaient des francs suisses. Et alors qu'est-ce qui est arrivé à son bilan?
eh bien, à l'actif de son bilan, il y a eu de plus en plus d'euros qu'elle a rangés soit sous la forme d'argent liquide à la Bundesbank, soit sous la forme de titres obligataires genre OAT Bund, donc de la dette d'État allemande et française. Moitié-moitié, je dirais, enfin je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est sans doute ce qu'elle a fait. Et de l'autre côté, à son passif, elle avait les francs suisses de plus en plus nombreux, puisqu'elle en créait de plus en plus, d'accord ? Et donc son bilan était pris d'inflation, mais au sens où il grossissait. C'était un bilan qui s'hypertrophiait et qui la mettait très mal à l'aise. Et c'est exactement le même problème et le même malaise qu'a la Bundesbank avec ses petites copines de la zone euro. Parce que qu'est-ce qui arrive dans la zone euro? Les euros circulent, rappelez-vous, les choses étant ce qu'elles sont, ils finissent par arriver en Allemagne, où ils ont tendance à rester. Par conséquent, la Bundesbank acquiert à son actif des créances sur les banques centrales du reste de la zone euro et à son passif des euros, mais des euros Bundesbank, émis par la Bundesbank, c'est-à-dire qui sont la signature de la Bundesbank. Ce qui, selon le système que je vous ai expliqué tout à l'heure, ont été créés fiat luxe par la Bundesbank et pas par la Banque d'Italie ou tout ça. Donc il lui arrive exactement le même malheur que la Banque nationale suisse. Alors on sait comment la Banque nationale suisse a fini par trancher le nœud gordien, et notez que c'était pas du tout une décision anodine, parce qu'en faisant ça, ils ont été obligés de prendre leur perte sur les euros qu'ils avaient achetés. À partir du moment où tout à coup l'euro ne vaut plus un franc 20 suisse mais un franc suisse, et toutes les masses phénoménales d'euros qu'eux ils avaient à leur actif se déprécient d'autant, et ça leur crée une perte. Qui dans ce cas-là était, selon les estimations les plus optimistes, de la moitié de leurs fonds propres, et selon les estimations les plus pessimistes, plus grande que leurs fonds propres. Donc c'est une perte très 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 douloureuse. Et ils le savaient. Donc ils ont néanmoins choisi d'accepter cette perte plutôt que de continuer à voir leur bilan se dégrader comme ils le faisaient. Et ça, je trouve que c'est un enseignement qui a dû être médité à la Bundesbank. Ça vaut la peine de faire le lien, mais vous avez mentionné tout à l'heure que les taux français étaient devenus négatifs. Et puis là, on parle de la BNS. Mais il y a une connexion. Une des raisons pour lesquelles les taux français et allemands, aussi bien entendu, sont négatifs, c'est parce qu'il y a un très gros acheteur de titres obligataires allemands et français. Et du fait qu'il y a ce gros acheteur, les prix de ces obligations montent et donc les taux baissent, même s'ils passent en dessous de zéro. Alors quel est ce très gros acheteur? Qui a pu avoir un besoin urgent de ranger des masses considérables d'OAT et de Bund dans son portefeuille? Et évidemment, c'était la BNS au moment où elle défendait le PEG. Le PEG, le lien forcé entre le franc suisse et l'euro. Donc, tous les euros qu'elle recevait, elle les mettait là. Et c'est pour ça que vous avez des déformations sur la courbe des taux françaises et allemandes sur les maturités courtes. C'est parce que les taux deviennent très négatifs, même plus qu'ils ne le devraient, parce que quelqu'un a surpayé les titres français et allemands, et ce quelqu'un était la BNS. Nous avons proposé un article sur le site de l'agence InfoLibre à propos de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui serait véritablement le pouvoir fondateur des BRICS. Est-ce que selon vous, cette organisation est si puissante et si importante qu'il y paraît? Peut-elle faire contrepoids au FMI ou à la Banque mondiale? Et a-t-elle l'intention de créer une monnaie rivale au dollar qui pourrait leur servir dans des échanges internationaux? Donc je ne pense pas que une organisation qui contienne à la fois la Russie et la Chine veuille fabriquer une monnaie commune. D'une part parce que la Chine est très contente avec sa propre monnaie, qu'elle gère de la façon qui lui plaît et comme elle l'entend, et qu'elle n'a probablement pas envie que quelqu'un d'autre s'en mêle. Et d'autre part, parce que la Russie comme la Chine ont sous les yeux l'exemple d'une union monétaire qui ne fonctionne pas très bien, et ça ne devrait pas les inciter à vouloir en faire une elle-même. Parce que, enfin d'autant plus que la Russie et la Chine sont plus hétérogènes entre elles que ne le sont les pays de la zone euro. Donc quel sens ça aurait? Et puis alors l'Afrique du Sud, ça n'a rien à voir. Et vous voyez quoi. Donc une monnaie des BRICS, ça me paraît tout à fait pas plausible.
Alors, est-ce que cette organisation peut faire contrepoids au FMI et à la Banque mondiale? Bon, alors, la Banque mondiale, bon, il n'y a pas tellement besoin de faire contrepoids parce que c'est pas une organisation très puissante, mais au FMI, je dirais que la réponse est non, parce que ce qui se passe avec le FMI, c'est que le FMI prête des dollars. C'est ça qui fait son intérêt. Et une organisation concurrente ne serait pas en mesure de prêter beaucoup de dollars. Ils ont bien l'intention de s'échapper du dollar. La Chine, la Russie, l'Iran veulent faire des échanges internationaux sans le dollar. Oui, ça c'est vrai. Mais ça n'est pas mettre des bâtons dans les roues du FMI, c'est essayer de développer quelque chose entre eux. Je pense d'ailleurs que c'est une très bonne idée. Et il faut voir comment ça se concrétise. Si vous ne le faites pas, enfin ce qui est la situation générale aujourd'hui, c'est que quand vous faites du commerce international, le vendeur demande à l'acheteur de le régler en dollars. Donc de ce fait-là, les dollars ont une très grande importance parce que c'est la monnaie dont tout le monde se sert, quoi. Et parce que vous savez que si un jour vous avez besoin d'acheter quelque chose, il faudra d'une façon ou d'une autre vous procurer des dollars. Alors la façon dont on peut envisager de contourner la chose est effectivement de mettre au point des systèmes de trades bilatéraux dans l'une ou l'autre des monnaies des deux parties concernées. Ça c'est vrai, mais c'est un système qui au début a ses limitations parce que ça ne concerne que les deux pays en question. D'une part, et puis j'imagine que ça ne sera pas instantané, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses qui seront échangées entre la Russie et la Chine pour lesquelles il y aura des règlements en dollars, par exemple du matériel militaire. Vous savez que la Chine achète du matériel militaire à la Russie, qui en fabrique. Ça me paraît douteux que du premier coup les Russes acceptent de se faire payer en roubles. Mais enfin, on ne sait jamais, à long terme ça peut arriver. Le problème c'est qu'il faut atteindre une certaine masse critique d'échanges en roubles. Je dis en roubles parce que la monnaie de la Chine n'est pas convertible, donc de toute façon les trades bilatéraux en yuan se heurtent à des difficultés techniques. Mais mettons que vous tradiez en roubles entre la Russie et la Chine, eh bien, ça ne devient véritablement une possibilité de contourner le dollar que lorsque vous avez atteint une certaine masse critique. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de biens et services qui sont échangés entre ces deux pays-là et qui sont facturés dans cette autre monnaie, qui n'est pas le dollar, pour que ça puisse valoir la peine pour des parties tierces de se mettre aussi à... Je reviens sur ma question de tout à l'heure, je rappuie encore une fois. Je vous ai parlé tout à l'heure de monnaie unique entre ces différents pays. Oui. Est-ce que ça serait pas intelligent de leur part de mettre en place une monnaie unique adossée à quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui vaut quelque chose, je ne veux pas dire de l'or, mais du pétrole ou je ne sais quoi, de façon à faire une monnaie qui leur permette de faire ces échanges facilement entre eux? Non, en fait le problème d'adosser une monnaie, c'est que ça n'est plus possible de nos jours. Vous savez que dans le temps, la monnaie était adossée à l'or, et même plus précisément, c'était l'or. Mais on ne pourrait plus aujourd'hui. Parce que, entre-temps, il y a eu des monnaies qui étaient adossées à l'or et qui se sont désadossées. Bon, l'exemple le plus récent, c'est les États-Unis, mais il y en a eu d'autres. Après la Première Guerre mondiale, la couverture or du franc a changé, par exemple. Et maintenant que les gens savent qu'une monnaie gagée sur l'or n'est pas inconditionnellement gagée sur l'or, mais qu'elle peut être dégagée partiellement ou totalement, ils le savent, on ne peut plus empêcher qu'ils le sachent, c'est terminé, ils ont compris. Et donc on ne peut jamais avoir de monnaie qui soit proprement gagée sur l'or, parce que ça vaudra toujours moins cher qu'un lingot d'or de la même valeur nominale. Alors il y a d'autres problèmes, notamment le fait que l'or ça allait pour monétiser les échanges au 19e siècle. C'est là que ça a commencé à coincer d'ailleurs. Mais la quantité d'or disponible sur la planète n'augmente pas aussi vite que le PIB de la planète. Et donc au bout d'un moment, le PIB de la planète est trop grand pour que ce soit réaliste de monétiser avec de l'or, ou alors il faudrait payer avec de la poudre d'or très fine. Et il y a un problème physique qui se pose là. Un problème vraiment mécanique. Ça n'est plus possible. Une autre question, alors je voulais parler un petit peu de la BRI, la Banque des règlements internationaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la BRI ? Parce qu'on parle de la BRI comme la banque mère de toutes les banques centrales. Vous pouvez nous dire son rôle dans le monde globalisé ?
Ouais, mais son rôle n'a pas changé dans le monde globalisé, ça a toujours été le même, même dans le monde pas globalisé, même dans le monde pré-guerre. Enfin, elle est très importante et on n'en parle absolument jamais, mais son rôle est très technique aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à des acteurs internationaux de se faire des chèques les uns aux autres. Et au départ, c'est pour ça qu'elle est née, et c'est toujours ça qu'elle fait. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la banque centrale des banques centrales, parce que les banques centrales se payent des choses l'une à l'autre via elle. Mais l'expression est trompeuse, parce que la BRI, c'est pas une banque centrale. C'est-à-dire que les banques centrales, si vous vous rappelez ce qu'on a dit au départ, au début de l'entretien, c'est celles qui ont le pouvoir d'émettre de la monnaie simplement en la créant comme ça. Mais la BRI n'en a pas un tel pouvoir. Et il n'y a pas de monnaie de la BRI, et s'il y en avait un, où est-ce qu'il aurait cours? Enfin, donc c'est pas une banque centrale à strictement parler. C'est une expression journalistique, ça, banque centrale de banque centrale. Mais la BRI, non, c'est pas vrai. Si les gens savent pas ce que c'est parce qu'ils ont la flemme d'aller sur Wikipédia voir ce que c'est. C'est très bien expliqué, et puis la BRI elle-même explique ce qu'elle fait. Mais il est plus facile sans doute de parler de la BRI que de s'astreindre à aller lire 3 pages d'explications sur la BRI, faites soit par la BRI, soit par une source crédible. Et ça n'a rien de mystérieux, la BRI. Le FMI non plus d'ailleurs. Le FMI c'est pas mystérieux, mais ça peut être contesté d'un point de vue, comment dirais-je, moral. Puisque le FMI, son rôle est de prêter des dollars à des pays en difficulté en échange de conditions qui sont en général pénibles. Donc, il est normal que les discussions sur le FMI incluent des prises de position qui ne sont pas très pro-FMI. Ça peut se comprendre, ça tombe sous le sens. Mais la BRI, il n'y a rien, c'est vraiment technique. Et elle ne fait pas du tout Il n'y a rien de suspect, il n'y a rien de... Non, mais surtout, il n'y a rien de moralement répréhensible. Je voulais vous demander, quelle est votre analyse sur la baisse continue du pétrole depuis le mois de juin 2014 ? À qui profite le crime, tout ça? Il y a certainement plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est insuffisamment souligné et dont j'ai voulu parler dans l'article que j'ai fait sur le rouble. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'est que, en fait, en partie, c'est pas une baisse du pétrole. C'est une hausse de la monnaie dans laquelle est coté le pétrole. Si vous voulez, si vous regardez l'actualité 2014, vous allez voir plusieurs histoires. Vous allez voir que le yen s'est déprécié, et ça c'est assorti de tout un tas de commentaires sur la gouvernance japonaise, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font pas bien. Et il y a des débats qui sont très enfin pas japonais, mais qui sont très axés sur la question du Japon lui-même, parce que le yen baisse. Vous allez avoir l'or a baissé. Alors ça aussi, ça donne lieu à des débats, beaucoup de débats, du genre l'or est manipulé, etc., etc. Vous allez voir, l'euro a baissé. Et on en a parlé, c'est aussi une question qui donne lieu à quantité de débats. Mais la narrative qui est derrière, enfin l'histoire qu'on raconte à ce sujet-là n'a rien à voir avec l'or ou le yen. C'est parce que la zone euro serait mal gérée ou je sais pas quoi, parce qu'il y aurait des problèmes intrinsèques à la zone euro. Vous allez voir que le rouble a baissé. Alors là, naturellement, l'histoire qui va avec, c'est la Russie est mal gérée, en plus c'est un pétro-État et le pétrole a baissé, donc évidemment ils étaient vulnérables à une attaque spéculative. Voilà, bon, la narrative qu'on vous sert est complètement russo-russe. C'est axé sur la Russie. Et je pourrais continuer. Mais en fait, ces cas d'histoire qui ont l'air complètement séparés et qui sont présentés comme des choses séparées, avec des explications séparées dans des contextes séparés, faisant appel à des notions qui n'ont pas grand-chose à voir avec les unes avec les autres, si elles arrivent toutes les 4 ensemble, c'est qu'elles ont un point commun. À savoir, dans les 4 cas, c'est une hausse de l'autre truc et pas une baisse de la chose dont on parle. Donc ce qu'on appelle le cours du yen, c'est le cours du yen en dollars. Ce qu'on appelle le cours de l'or, c'est le cours de l'or en dollars. Ce qu'on appelle le cours du rouble, c'est le cours du rouble en dollars. Et ainsi de suite. Et évidemment, si le dollar monte, chacun de ces cours, par définition, ne peut que baisser. C'est inévitable. C'est de l'algèbre d'Abbaï. Donc, il y a une part de l'explication qui est commune et qui n'est jamais capturée par les différents discours qu'on entend sur l'un ou l'autre de ces sujets. Et cette part qui est commune, c'est le dollar monte. Et depuis quand le dollar monte-t-il ? Eh bien, il monte depuis qu'il est clair que le quantitative easing de l'Amérique est fini.
À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont dit, mince, il nous faut des dollars, récupérons des dollars, et ils ont récupéré des dollars en vendant tout ce qui n'était pas dollars. Tout. Et par conséquent, le cours de tout a baissé. Donc là, à votre avis, on parle du pétrole. Ouais, le pétrole est en partie une histoire de l'art. Alors il se peut qu'il y ait deux facteurs autres du genre, je sais pas, j'ai entendu parler du roi d'Arabie qui essayait d'étrangler la Russie. Et donc, comme la Russie a des recettes pétrolières, il s'est mis à inonder le... Bon, ces histoires peuvent être aussi une partie de la réalité, mais on oublie la composante, à mon avis, principale, qui est... Bah oui, le dollar monte, donc évidemment, n'importe quoi coté en dollars baisse. Alors, puisqu'il n'y a plus de quantitative easing et que les gens ont toujours besoin de dollars pour les échanges internationaux, ça veut dire que les prix vont continuer à baisser, selon vous? Les prix des choses exprimées en dollars. Oui. Alors, pour terminer l'entretien, j'aimerais quand même vous poser la question... Qu'est-ce que vous pensez, vous, de notre prix Nobel, de notre nouveau prix Nobel d'économie, Monsieur Jean Tirole? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, Tirole, il s'occupe d'un sujet que j'ai vraiment très peu suivi, moi, qui est extrêmement à la mode chez les économistes, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, mais qui n'est pas de mon goût, parce que je trouve que ça s'est fondé sur des hypothèses qui sont trop stylisées, trop irréalistes. Vous voyez, c'est un agent d'économie où vous représentez les agents économiques comme des gens extrêmement rationnels, très bien informés, qui vivent dans un monde super simple où leurs décisions se réduisent à des problèmes véritablement simples. Et donc on est en fait tellement éloigné du monde des gens réels, qui constituent quand même l'économie réelle, que ce qu'on peut déduire sur la base de ces modèles est ce que je pourrais appeler purement académique, quoi. Il n'y a aucune raison d'espérer ou de craindre que ça ressemble à ce qu'on voit dans l'économie réelle. Mais bon, force m'est d'admettre que la profession économique dans son ensemble favorise ce genre d'approche. Et dans cette mesure, Tirole était un très bon représentant. C'est normal qu'il ait pu être nommé, d'autant plus que je vous ferai observer qu'il n'y a donc que 2 prix Nobel français. Mais c'est pas beaucoup par rapport à la taille de la France. C'est plutôt rattraper une anomalie qu'il y ait un 2e prix Nobel français. Le fait, c'est que comme ce monsieur a eu le prix Nobel, on va beaucoup s'appuyer sur ses thèses et sur son travail pour justifier. On va se servir de ce qu'on croit comprendre de ses thèses et de son travail pour justifier ce qu'on a envie de justifier. C'est toujours pareil. Mais ça n'aura pas forcément de rapport avec ce que lui il a dit. C'est une chose importante. Et secondo, ce que lui il a dit n'aura pas forcément de rapport avec l'économie réelle, ce qui est aussi une chose importante. Mais ça se vend bien, quoi. C'est un petit peu similaire à l'exemple que vous utilisiez tout à l'heure de Hollande qui dit je vais faire des énergies vertes. Vous savez? Bon, c'est ça. Hollande a envie de gagner de la sympathie de quelqu'un, il ne sait pas comment faire. Alors, il parle d'un truc dont, pense-t-il, la personne en face est entichée. Hein, écologie, énergie verte. Bon, ben, c'est un petit peu le même principe quand vous appuyez vos discours sur oui, mais Jean Tirole a dit que vous faites référence à quelque chose qui, croyez-vous, va provoquer une certaine réaction chez votre interlocuteur, une réaction de soutien et de support. Ah, Tirole, s'il est prix Nobel, donc voilà. Oui, c'est un peu la même technique. Mais si on regarde sur la substance du discours, il n'est pas changé. La substance du discours de Hollande, il nous propose toujours la même chose, énergie verte ou pas énergie verte. Et les gens qui vont s'appuyer sur Tirole pour justifier leur thèse, je vous invite à faire l'expérience, ils vont proposer exactement ce qu'ils proposaient avant que Tirole n'ait été prix Nobel. Donc la substance, elle est inchangée. Il faut faire la distinction entre ce genre de petits gadgets rhétoriques, comme les énergies vertes ou le prix Nobel, et ce que dit vraiment la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Vincent Brousseau, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous.